And the living is easy. La lutte contre la drogue, au sens où on l'entend aujourd'hui, a commencé au début des années 50, avec la création de brigades des stupéfiants, les STUP. Government agencies charged with the enforcement of narcotics laws have been able until recently to decrease steadily the number of addicts in the United States. L'usage des stupéfiants était vraiment un phénomène de contre-culture. C'était le vice des jazzmen. Cela se passait de manière furtive, à la sauvette. Ni marketing de masse, ni vente de drogue en plein jour. La consommation d'héroïne et de cocaïne était le fait d'une infime minorité. Au cours des années 50, tandis que l'usage de la drogue s'étend à toutes les strates de la société américaine, les forces de l'ordre se focalisent de plus en plus sur un groupe particulier. La brigade des stupéfiants nouvellement créée traque alors la population noire avec un acharnement manifeste, même si la consommation est la même dans toutes les catégories de la population. La consommation de drogue se répand alors aux États-Unis à travers toute la société. Poussée par une pauvreté grandissante, la communauté noire se livre au trafic de drogue en pleine rue, devenant ainsi une cible de choix pour la police. À la fin des années 60, dans la plupart des villes, le trafic de drogue est devenu un marché de masse. Dans les années 80, la drogue se vend au coin des rues, à des consommateurs en voiture comme au drive-in. À ce moment-là, on ne peut plus parler d'un phénomène marginal. La guerre est alors déclarée contre toute une communauté. You know exactly what I'm talking about because you're taking the exact same ride. Anyone tells you cocaine's not addictive, they lie. Cocaine, the big lie. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de possibilités par ici. Et l'école, les profs, ils s'en foutent que tu y ailles ou pas. Alors tu laisses tomber, tu vends de la drogue. T'as pas vraiment le choix. Dans un quartier défavorisé, aller au coin de la rue où se passe le trafic de drogue, c'est se présenter dans la seule entreprise qui marche. C'est très rationnel. Lorsque cette économie est la seule qui fonctionne, vous espérez quoi ? Au-delà des facteurs structurels qui expliquent le développement des trafics illicites, ceux qui se font arrêter reproduisent très vite un cycle dont il est difficile de sortir. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il faut imaginer la situation d'un jeune noir qui sort de prison. Pratiquement aucune entreprise n'acceptera de lui donner du travail parce qu'il a un casier. S'il veut aller à l'université, il n'aura pas droit à certaines bourses d'études. Des prestations de santé lui seront refusées. Il sera interdit de séjour dans certains quartiers. Sa famille n'aura plus le droit de l'héberger si elle habite dans un logement social. Il ne pourra pas voter. On s'imagine qu'en quittant la prison, on va retrouver une forme de liberté. Mais en réalité, pour le restant de vos jours, à chaque fois que vous vous présentez pour un emploi, il faut répondre à la question tant redoutée. Avez-vous déjà été reconnu coupable d'un crime ? C'est un cercle vicieux. On passe du ghetto à la prison, de la prison au ghetto, et ainsi de suite. US customs officers and police are having another drive to round up dope smugglers. Here's millions of dollars worth of deadly heroin, enough they say to kill 6 million people. En me documentant sur l'histoire des stupéfiants en Amérique, j'ai fait une rencontre inattendue en la personne de Richard Miller. Les recherches de cet historien replacent les lois antidrogue dans une perspective historique saisissante. Au cours de l'histoire, les lois antidrogue ont toujours été liées à la question raciale. Au XIXe siècle, certaines drogues, aujourd'hui illégales, étaient consommées de manière courante. La cocaïne et l'héroïne, par exemple. Les gens prenaient ces drogues sans que ça pose problème. Dans le Sud, les Blancs aisés d'un certain âge, les femmes au foyer en particulier, prenaient souvent de l'opium. Si certaines personnes devenaient dépendantes, on les considérait avec compassion et on essayait de les aider. Il s'agissait d'un problème de santé publique et non de criminalité. Les choses ont commencé à changer quand, sur la côte ouest, fumer de l'opium est devenu un délit.
Pourquoi fumer de l'opium était-il illégal en Californie, mais pas au Mississippi? Que se passait-il en Californie pour qu'on s'en inquiète? En fait, la raison n'avait rien à voir avec la drogue elle-même. Le problème, c'est que ceux qui fumaient de l'opium étaient chinois. Ils étaient venus dans ce pays et vivaient pour la plupart en Californie. Ils travaillaient très dur pour des salaires de misère et ont fini par connaître une certaine réussite. Quand ils ont commencé à prendre des emplois aux Blancs, les hommes politiques ont cherché un moyen de les criminaliser pour s'en débarrasser. Bien sûr, on ne pouvait pas jeter des gens en prison parce qu'ils étaient chinois. Mais s'ils fumaient de l'opium, c'était possible. Pour la cocaïne, il s'est passé la même chose. Elle était consommée par la population blanche aisée d'un certain âge, des hommes d'affaires, des médecins, des femmes au foyer. Tout ceci était parfaitement légal, mais à la fin du 19e siècle, la cocaïne a été peu à peu associée aux Noirs. On disait qu'ils étaient increvables, capables de résister aux balles de la police et de travailler nuit et jour sans se fatiguer. Une fois encore, les emplois des Blancs étaient menacés. On a donc commencé à promulguer des lois contre la cocaïne. On n'arrêtait pas ces gens-là parce qu'ils étaient noirs, mais parce qu'ils avaient enfreint une loi sur l'usage de la drogue. Ensuite, ça a été le tour du chanvre, dont la réputation a changé. Le chanvre était une culture tout à fait légale, qui remontait à l'époque coloniale, et c'était un produit commercial très apprécié. Mais dans les années 30, il est devenu une substance nocive et effrayante, sous le nom de marijuana, parce qu'à l'époque, les consommateurs étaient les Mexicains, des gens qui travaillaient dur pour peu d'argent. Une fois de plus, il n'était pas interdit d'être mexicain, mais en revanche, on rendait illégale l'une des pratiques de cette population. On a donc utilisé à maintes reprises des lois antidrogue pour cibler une population immigrée perçue comme une menace économique. Mais comment expliquer que les Noirs américains, arrivés dans ce pays il y a plus de 200 ans, soient aujourd'hui devenus la cible principale des lois antidrogue? C'est un phénomène méconnu. Mais il faut savoir que les politiques du logement destinées aux Afro-Américains dans les années 30 et 40 sont celles qui ont le plus favorisé la création de ces ghettos. C'est vrai même pour les programmes du New Deal initiés par les démocrates à l'issue de la grande crise et qui visaient à favoriser l'accession sociale à la propriété. Comment? D'abord, les Noirs ont été installés dans des logements locatifs construits dans des zones économiquement défavorisées. Puis ces quartiers ont été exclus de tous les prêts immobiliers conventionnés, alors que les loyers étaient assez élevés. Ces pratiques d'aménagement urbain à caractère discriminatoire ont peu à peu tracé de véritables lignes rouges autour de ces quartiers et conduit à la création de ghettos. En 1950, les habitants de ces quartiers étaient pauvres, mais ils avaient encore du travail. 10 ans plus tard, beaucoup d'usines avaient fermé. Sans emploi, les populations pauvres concentrées dans ces quartiers ont été confrontées à une précarisation croissante. Elles sont rapidement devenues des proies faciles pour le trafic de drogue. Que se passe-t-il quand des populations entières sont exclues des principaux secteurs de l'économie d'un pays? Elles se tournent vers l'économie souterraine. C'est ce qui s'est passé pour les Italiens, les Irlandais, les Juifs. Bref, tous ceux... Toutes sortes d'entreprises dépendent aujourd'hui des prisons qui constituent leur principal débouché. Les fabricants de pistolets taser, les prestataires de santé privés, les sociétés de téléphonie et bien d'autres. Elles s'investissent à fond dans la guerre contre la drogue et dans le système d'incarcération massive. Et tous ces gens ne pensent pas à mal. Ils essaient d'améliorer la société, mais toutes leurs actions combinées ont pour effet d'aggraver les aspects plus négatifs de la guerre contre la drogue. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi cette guerre est un échec, mais de se poser la question suivante. Puisque c'est un échec, pourquoi persister? Je commence à me demander si en fait il ne s'agit pas d'une réussite. Et si c'était une manière efficace d'occuper les forces de police, ou d'assurer la prospérité des prisons privées, ou encore de maintenir un système juridique dont l'activité est ainsi justifiée et entretenue. Peut-être bien que la réussite est au rendez-vous dans certains domaines dont on ne fait pas état en public. Après la Deuxième Guerre mondiale, mon père a été enquêteur sur les crimes de guerre en Europe. À la maison, nous parlions souvent de son expérience.
J'ai lu les écrits de Raoul Hilberg sur l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Shoah. We've long known that the process of destruction was an undertaking step by step. Il y est question d'une chaîne de destruction, dont les étapes successives forment les maillons. À travers le monde, dans diverses sociétés, à diverses époques, le même cycle inexorable s'est reproduit à de nombreuses reprises. Beaucoup de gens seraient probablement très choqués et même scandalisés si on leur disait que ce processus est actuellement à l'œuvre aux États-Unis. Pourtant, en examinant de près la guerre contre la drogue, je retrouve les mêmes étapes. All of us agree that the gravest domestic threat facing our nation today is drugs. Pour faire d'une difficulté un problème majeur, on commence par poser la mauvaise question, puis on fournit la mauvaise réponse. Who's responsible? Let me tell you straight out. Everyone who uses drugs, everyone who sells drugs, and everyone who looks the other way. On identifie un groupe de gens, on en fait une catégorie bien à part, on agite toutes sortes de peurs à leur sujet et on les rend responsables de tous nos problèmes. Ensuite, c'est l'ostracisme. La société commence à haïr les toxicomanes. If you're a casual drug user, you're an accomplice to murder.